Merci beaucoup et en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et déjà merci aux différentes interventions qui étaient extrêmement intéressantes. Donc moi, je vais venir complémentairement à tout ce qui vient d'être dit avec effectivement plutôt une dimension transfrontalière, puisque donc je représente un groupement européen de coopération territoriale et donc l'acronyme qui est GECT. Et nous sommes donc effectivement sur le territoire franco-belge, sur l'Eurométropole l'île Courtrai-Tournai, et donc le premier du nom créé donc en 2008 en Europe, pour un peu planter les décors. Donc je vais partager mon écran. Je pense que vous devez le voir. Alors je vais essayer de le mettre voilà, en lecture totale. Voilà. Alors, tout simplement, voilà une petite carte un peu pour resituer un peu comment dire, le lieu, en tout cas, de notre action. Donc, c'est un territoire qui, effectivement, est une agrafe territoriale de 80 km sur les 620 km de frontière entre la France et la Belgique, avec une structuration que l'on appelle donc GECT, comme je viens de l'énoncer, et on travaille plus particulièrement sur ce qu'on appelle le développement territorial. Donc, véritablement, les échanges entre les institutions françaises et belges, mais également avec, bien évidemment, en point de mire, le citoyen transfrontalier qui vit dans ces bassins de vie transfrontaliers, puisque bien évidemment, la frontière n'est pas simplement une ligne de démarcation, mais aussi cette zone est en tout cas un territoire de vie entre trois cultures, puisque c'est la Flandre, la Wallonie, mais également la France, bilingue en français et en néerlandais. Et donc tout ça nous occupe au travers du travail donc, de l'Eurométropole l'île Courtrai-Tournai, qui est, comme je le disais tout à l'heure, le premier du nom créé en Europe au travers notamment d'un règlement européen. Sans aller trop dans les détails par rapport à ma structure, il est intéressant de voir que nous avons travaillé depuis 2018 à la création de ce qu'on appelle un espace citoyen de l'Europe. Donc, il y a eu un appel lancé par le président de la République, Emmanuel Macron, de pouvoir organiser à la veille des élections européennes, donc du Parlement européen, différentes consultations citoyennes un peu partout en Europe. Et donc, dans ce cadre-là, nous, avec l'Eurométropole, nous avons souhaité mettre notre pierre à l'édifice en créant un espace citoyen de dialogue citoyen entre les différents citoyens du territoire, mais non pas de manière unique et donc pas de manière one-shot, mais véritablement en pérennisant aussi la dimension et l'éducation, comme on l'évoquait précédemment, sur notamment toutes les questions européennes et singulièrement aussi de mobilité européenne. Et donc en 2018, nous avons lancé finalement l'événement que nous avons intitulé Europe, je t'aime, moi non plus, qui est finalement cette ambivalence, cette ambiguïté entre le fait de se dire oui, c'est extrêmement génial d'habiter l'Europe parce qu'on peut être effectivement mobile et aller aux quatre coins de l'Europe. Et là, c'était un peu un petit clin d'œil à finalement ce film qui est L'Auberge espagnole de Cédric Capiche, qui met en exergue la dimension d'Erasmus, mais également moi non plus parce que est-ce que je me sens totalement en phase avec ce qui est évoqué dans le cadre du trilogue européen, ou globalement tout ce qui est évoqué autour, nous on l'appelle un peu de la galaxie européenne. Et donc, c'est ce lien entre à la fois l'opportunité que peut représenter l'Union européenne et la difficulté de comprendre quel est son fonctionnement et quelles sont finalement ses opportunités et ses droits. Et ça rejoint un peu les différentes interventions avant, c'est effectivement quels sont nos droits dans l'Union européenne. Et donc, Europe, je t'aime moi non plus, a permis tout simplement de créer trois événements, ce qu'on a appelé notre triptyque européen, de pouvoir travailler justement sur cette dimension européenne. Il faut savoir aussi que dans l'Union européenne, dans les zones frontalières telles que la nôtre au sein de l'Eurométropole, vivent donc au sein de l'Union européenne près de 170 millions d'Européens et d'Européennes. C'est-à-dire qu'une personne sur trois vit globalement dans ce qu'on appelle un bassin de vie transfrontalier. C'est ce qui veut dire aussi que c'est absolument énorme, puisque c'est là où finalement la construction européenne se fait la plus, on va dire, marquante, au travers notamment de différents freins juridico-administratifs, puisqu'on a des difficultés de déplacement sur les frontières qui sont évidentes. Et je dois vous dire que le travail qui nous occupe maintenant depuis près d'un an avec cette crise qui est la Covid, fait aussi qu'à un certain moment, on travaille beaucoup l'information vers effectivement les différents publics mobiles pour passer la frontière. Est-ce qu'on peut passer la frontière? Est-ce qu'on ne peut pas la passer? Est-ce qu'il y a une réciprocité dans le franchissement de frontières? Comme je dis toujours, il y a un aller, un retour, et ce n'est pas forcément les mêmes règles. Donc, dans tout ce marasme et dans toute cette, comment dire, ces différentes mesures qui sont prises au niveau des États membres de l'Union européenne, qu'est-ce que finalement
le bon moyen pour être encore mobile à l'heure actuelle, alors qu'il faut se balader avec 3, 4 attestations, des tests PCR, etc., etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on a voulu jouer avec l'Eurométropole, c'est bien évidemment d'être cette boussole dans toutes ces différentes attestations qu'il fallait avoir de part et d'autre de la frontière. Pour revenir à Europe Je t'aime non plus, c'est un projet qui se veut être un projet donc durable, donc de travailler effectivement cette dimension de l'intégration et donc de l'information citoyenne, et aussi surtout de pouvoir à un certain moment créer et éduquer finalement les citoyens aux enjeux européens, donc leur donner les clés de compréhension et les outils de compréhension des enjeux européens. Et donc, dans ce cadre-là, on a beaucoup travaillé notamment la question de la communication, notamment au travers d'un Previously On, qu'on a intitulé donc Europe Je t'aime non plus. Et je vais vous le passer, comme ça vous permettra un peu de voir ce qui a été diffusé lors du dernier événement d'Europe Je t'aime non plus. Et après, je repasserai effectivement sur... Précédemment, dans Europe Vous Je t'aime, entendez? moi Voilà. non plus. When they say I'm not popular in Europe, I should be popular in Europe. Mr. Speaker, we are going to leave the European Union in March 2019. Clairement, il y a au sein des peuples européens un rejet maintenant massif de l'Union européenne et de ce qu'elle représente. Parce que nous avons oublié de défendre l'Europe. Parce que nous avons oublié de proposer pour l'Europe. Pour la première fois en Europe, une consultation citoyenne est organisée. Vous avez capté que vous allez vous faire bosser en fait. Et voir comment on peut constituer durablement un collectif citoyen sur cette Eurométropole. Moi, j'aime bien l'idée de voir les citoyens, franchement. Pas provoquer des débats pour le débat, mais plutôt provoquer des échanges. Est-ce que les programmes sont appliqués? On a parlé des frontières, d'une Europe sociale. On a souhaité non pas répondre une seule fois à l'appel qui avait été formulé par la France à l'époque sur une consultation citoyenne européenne, parce que nous devons travailler sur 3 temps forts. L'Europe, je l'aime. Ensemble, pour être plus fort. Europe, je suis ton enfant. Il n'y a pas que le moment du vote. Voilà un court extrait, ce qui vous avait permis de tout simplement un peu de visualiser aussi ces 3 temps forts qui ont été organisés dans le cadre d'Europe Je t'aime moi non plus. Et donc, Précédemment. bien évidemment, donc ce sont 3 événements qui se sont déroulés dans les 3 villes phares du territoire de l'Eurométropole, donc d'une part à Tournai, à Lille, puis à Courtrai. Et le point d'orgue, en gros, de ces rencontres a été finalement l'édition de lilloise, où on a fait dialoguer finalement des candidats aux élections européennes, donc au Parlement européen, et des citoyens qui ont participé bien évidemment à cet échange. Donc c'est là véritablement le point d'orgue dans le cadre de la démocratie participative et de l'intérêt effectivement d'aller au niveau des élections. Et donc dans ce cadre-là, sur chaque événement, on a accueilli entre plus ou moins une grosse centaine de citoyens qui étaient des citoyens convaincus et moins convaincus par le dialogue européen. Ce qu'on voulait en tout cas, c'était d'avoir véritablement un espace de dialogue qui soit ouvert et libre, en tout cas, de pouvoir exprimer son amour ou son dégoût ou son scepticisme par rapport aux enjeux européens, ce qui est assez inédit. La question inédite aussi donc, de cet événement, c'était de pouvoir aussi créer cet espace citoyen au travers finalement de son bilinguisme. Il faut savoir que donc on y parle effectivement le français et le néerlandais, donc c'était aussi à un certain moment culturellement pouvoir travailler justement cette compréhension des enjeux européens, et pas que, parce que bien évidemment aussi vous aviez d'autres nationalités qui étaient présentes dans les différents Europe Je t'aime moi non plus, comme je pense notamment à des nationalités telles que espagnoles ou italiennes qui étaient là aussi dans des programmes Erasmus, mais pas que, aussi des ressortissants qui étaient depuis de longues années sur le territoire. Et donc c'est vrai qu'à un certain moment, on s'est même pris ça, on va dire, en pleine face, en se disant, ben oui, finalement, il n'y a pas que des Flamands, des Wallons et des Français, mais il y a aussi d'autres publics européens qui ont participé à nos événements Europe Je t'aime moi non plus. Donc, c'était assez intéressant dans l'approche de faire un peu ce constat et cette évaluation après ces trois séances qui ont été extrêmement intéressantes. Pour quel objectif? L'objectif était extrêmement clair. Nous, l'objectif était de pouvoir répondre à l'appel finalement de ce trilogue, de pouvoir à un certain moment récolter aussi la vision des différents citoyens de la société civile non organisée, et j'insiste véritablement, ce sont des citoyens spontanés qui pouvaient justement donner un avis dans le cadre de ces différents événements. On a utilisé des techniques, ce qu'on appelle des techniques d'intelligence collective, avec des débats mouvants, parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à s'exprimer devant un public, mais tout simplement par la polarité donc d'une salle, donc avec des plus et des moins, on a posé des questions et les gens, globalement, se déplaçaient aux 4 coins de la salle pour pouvoir justement se positionner et répondre à des questions. Donc des techniques d'intelligence collective qui nous ont amené aussi
bien évidemment à des ateliers, ce qu'on appelle des workshops, à ce qu'on appelle aussi finalement une sorte de World Forum qui était en gros un très grand espace de discussion. Donc tout ça a été utilisé dans des cadres toujours de convivialité et toujours, et je l'ai bien retenu aussi dans vos différentes interventions, au travers notamment d'une approche très ludique et pédagogique. Le but du jeu n'est pas de prendre un citoyen et de le lancer au milieu de l'océan européen, et il s'agit de l'accompagner, de lui expliquer aussi quels sont les enjeux au niveau européen, sinon l'exercice n'a pas forcément de sens. Donc voilà un peu ce qui a été évoqué dans le cadre de cette Europe Je t'aime non plus. Maintenant, le point d'orgue, bien évidemment, est ce qui a été constitutif de du dernier événement donc à Courtrai, ça a été de créer un espace citoyen de l'Europe qui soit tout à fait durable et pérenne. Et donc là, sans forcément s'inscrire à l'époque dans la conférence sur l'Europe, on avait déjà finalement un peu anticipé, nous, au niveau de notre frontière, la nécessité de créer cette espèce de poche de dialogue direct entre, d'une part, des personnalités qui siègent au sein des instances européennes, mais également qui gravitent autour des instances européennes, et les citoyens qui sont en phase et qui sont en besoin et en demande de compréhension par rapport aux enjeux européens. Et donc, on a créé, et on est en train de créer avec un collectif citoyen, un espace citoyen de l'Europe qui permettra de faire la rencontre et d'organiser la rencontre entre 30 citoyens volontaires tirés au sort sur le territoire wallon, flamand et français pour dialoguer avec 10 personnes du monde européen, que ce soit des eurodéputés, des membres de think tank européens, des commissaires européens. Et donc, on est en train de construire cette espèce d'espace ouvert et un peu informel et de lien entre l'Union européenne. Nous avons été, bien évidemment, dans une démarche, c'est une démarche qui a bien évidemment été soutenue par les différents ministères des Affaires étrangères, que ce soit du côté belge et du côté français. Mais ici, nous sommes dans une version de cet espace citoyen européen construit de A à Z par un collectif citoyen. C'est-à-dire que l'Eurométropole, en tant qu'institution, pose le cadre, donne les moyens à ce collectif citoyen de pouvoir créer son propre espace pour ensuite, après, rentrer dans une démarche véritablement de dialogue direct avec les instances européennes. Pourquoi? Tout simplement, pour mieux se connaître et pour avoir des réponses à des questions, parce qu'il y a un fantasme, effectivement, qui existe autour des instances européennes et tout simplement aussi de la place d'un député européen. Qu'est-ce que fait un député européen durant une journée? Donc tout ça, ça va être démystifié au travers donc, notamment de dialogues, mais surtout de pouvoir apporter des réponses concrètes, parce que si vous prenez la question du droit frontalier, donc la mobilité tout simplement frontalière en Europe, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de droit pour les frontaliers. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vide juridique par rapport à cette dimension qu'est le droit européen. Alors, vous imaginez, on parle effectivement de mobilité européenne pour notamment soit un Espagnol qui vient en France ou une Italienne qui vient en Belgique, etc. Mais vous imaginez déjà même que sur une frontière qui est partagée et pour lequel nous avons un véritable continuum urbanistique sans avoir une chaîne des Pyrénées qui est un obstacle naturel qui nous empêche de passer la frontière, on a déjà des difficultés à avoir un langage commun et en tout cas des mesures communes. Alors, c'est bien évidemment là tout l'enjeu. C'est à un certain moment de faire ouvrir les yeux aux décideurs politiques, mais également aux citoyens sur les enjeux que peuvent représenter une frontière et essayer de disséminer aux quatre coins de l'Europe ce type en tout cas de mouvement, pour justement créer davantage de mobilité. Et d'ailleurs, là-dessus, nous avons, et ça parlera aussi à Jérôme, nous avons collaboré notamment avec les jeunes Européens, qui ont été aussi partie prenante de la première édition et des différentes éditions. Et c'est vrai qu'on a aussi permis, et on a souhaité aussi travailler avec toutes les institutions et les associations aussi qui travaillaient déjà sur les enjeux européens, notamment comme les points Europe Direct, ou tout simplement aussi l'Institut Jacques Delors qui a participé aussi. Donc ce que je veux dire aussi par ce biais-là, c'est que au-delà de la volonté des citoyens de travailler sur ces enjeux européens pour avoir plus de mobilité et inclure davantage de citoyens européens dans les instances et dans la compréhension des instances européennes, on a voulu aussi travailler avec les associations qui étaient depuis de longue date aussi sur ces questions au niveau européen. Donc un véritable projet de co-construction et au sens noble du terme, évidemment, d'intelligence collective. Alors le next step, c'est bien évidemment cet espace citoyen de l'Europe européen qui se mettra en place à partir donc de fin de cette année, malheureusement un peu freiné par le Covid, mais il faut savoir qu'encore hier soir, et Evelyne d'ailleurs qui nous écoute était présente, on a eu ces cellules de discussion pour justement créer à la fois de la pédagogie, de la communication et aussi un événement autour de cet espace citoyen européen. Et cet événement sera lancé donc à partir de fin de cette année. Et 3 fois par an, nous allons organiser des séances plénières
des séances de dialogue entre les instances européennes et les citoyens tirés au sort, parce que ce qui est important, c'est d'éviter d'être dans l'entre-soi et d'ouvrir le débat pour aussi aller chercher ceux qui sont moins convaincus et ceux qui peuvent aussi participer à la mobilité européenne et à la compréhension de cette Europe, parce qu'on sait aussi qu'au niveau des frontières, nous sommes finalement dans un rôle de parachèvement de la construction européenne pour justement éviter aussi que cette frontière soit un obstacle à la mobilité européenne, que ce soit d'un point de vue administratif, mais également tout simplement d'un point de vue des déplacements, et aussi un rempart à finalement aussi ce que l'on voit poindre un peu partout en Europe, qui est finalement cet euroscepticisme ou encore cette espèce de repli identitaire sur des questions européennes. Et donc, il faut savoir aussi, et j'en conclurai là-dessus, qu'il y a une étude très intéressante qui a été réalisée par un journaliste français entre le premier et deuxième tour des élections présidentielles, qui opposait donc Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Et ce journaliste qui a fait plus de 2000 km de frontières entre la France et les pays tiers et les pays contigus à la France, a observé le fait que dans le cadre du vote sur ces élections présidentielles, il y avait en tout cas un paradoxe qui était suivant, c'était oui, les frontaliers se disent extrêmement chanceux de pouvoir passer la frontière et d'aller chercher l'exotisme de l'autre côté de la frontière. Donc, je pense à un Français qui vient en Belgique boire une bière ou inversement, un Belge qui va chercher son eau en France pour être tout à fait concret. Mais à la fois, quand il rentrait dans une approche plutôt européenne et de vote, et singulièrement vraiment cette contradiction entre la position d'Emmanuel Macron sur la scène européenne et la position de Marine Le Pen, on voyait que ces mêmes personnes qui étaient extrêmement mobiles de passer la frontière avait plutôt un vote d'extrême droite, et de repli identitaire dans le cadre de ces frontières. Paradoxe intéressant qui a été relevé effectivement par ce journaliste, et ce qui nous pousse effectivement à travailler cette communication sur l'Union européenne pour justement permettre d'avoir une meilleure compréhension des enjeux européens et dans ce cadre aussi de la mobilité de nos droits et de connaissance de nos droits, puisque aussi on s'est rendu compte que cette motivation d'être anti-européen était aussi lié au fait que les gens ne connaissaient pas fondamentalement leurs droits en Europe. Et ça, c'est hyper important. Et en tout cas, je vous remercie aussi pour votre travail au quotidien à toutes et à tous. Et donc voilà, je voulais simplement clôturer par cette note un peu plus politique, mais d'analyse politique, mais qui me semble aussi intéressante dans ce cadre un peu de mobilité démocratique et d'enjeux européens. Merci beaucoup.